Bienvenue dans toutes les France. Comment les étrangers sont-ils perçus en France aujourd'hui? Débat avec nos invités. François Durper, vous êtes historien, directeur du mouvement pluricitoyen avec un site internet pluricitoyen.com et vous avez écrit « Nous sommes tous la France », publié aux éditions Philippe Ray. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À vos côtés, Philippe Faucon, réalisateur du film La Désintégration, un film qui est sorti la semaine dernière, qui aborde la question de l'intégration et du terrorisme, un film dont nous allons parler dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau, Gil Mikhaeli, vous êtes directeur de publication du site causeur.fr et du magazine Causeur, consacré, en mensuel, qui est consacré aux crimes contre les humanités. En tout cas, c'est son titre, Inculture générale. On va en parler également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Xavier Hofer, vous êtes professeur à l'Institut de criminologie. Elle appartient à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Dernier ouvrage en date, Quelle guerre après Oussama Ben Laden, publié aux éditions Plomb. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Durper, est-ce que la césure entre Français et étrangers semble plus forte à l'occasion de cette campagne présidentielle? On ne sait pas si elle est plus forte. C'est vrai que le discours venant de l'extrême droite sur le fait que le mal vient du dehors, il est renforcé par un double contexte. Le premier contexte, c'est celui de la crise économique et sociale, et le deuxième contexte, c'est celui de la mondialisation. Donc il est facile pour l'extrême droite de relier les deux et de dire, voilà, la crise vient du dehors, la crise vient du monde. D'où le succès du logiciel que cherche à imposer Marine Le Pen, qui est de dire, c'est pas la droite et de l'autre côté la gauche, c'est la nation et de l'autre côté le monde. Bon. Donc c'est ce succès, c'est ce discours qui aujourd'hui peut remporter un certain succès. Enfin, selon moi, l'histoire de France nous apprend que ceux qui défendent ce type d'idées, il y a pour eux une sorte de plafond de verre, ça dépasse jamais. Alors c'est déjà beaucoup, vous allez me dire une vingtaine de pourcents. Remarquez vous pensez que c'est seulement l'apanage du Front National, cette histoire? Non, évidemment, la question du préjugé n'est pas limitée à l'extrême droite. Donc là, c'est la question effectivement de la lepénisation des esprits. Si vous répétez aux gens depuis 40 ans que le mal vient du dehors, le mal vient du dehors, ben vous pouvez retrouver des préjugés de deux côtés de l'échiquier politique. Gil Mikhaeli. Bon, il y a le discours, il y a l'exagération, mais il y a aussi de faits, je dirais, anthropologiques. Je crois que la nation n'a pas dit son dernier mot. Je crois qu'aujourd'hui, en temps de crise, quand tout le monde fait appel à l'État, on peut constater que historiquement, dans le monde, les seuls États qui fonctionnent, donc des États qui peuvent payer des allocations, qui peuvent avoir une éducation nationale, sont des États-nations. Là où il n'y a pas de nation, en Somalie, ou en ancienne Tchécoslovaquie, ou aujourd'hui en Belgique, ou au Liban, ou en Irak, c'est le chaos. Donc, d'un côté, se poser une question, est-ce qu'appartenir à une nation, c'est seulement avoir un passeport en telle ou telle couleur? Est-ce que c'est un autre contenu? Je crois que la réponse instinctive de tout le monde est oui. Après, il y a un grand débat. Qu'est-ce que c'est que ces contenus? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la baguette et le béret? Pour faire une caricature, mais c'est une question qu'on ne peut pas juste... Donc vous, la question de l'identité, c'est parce que la question de l'identité est posée que la césure entre Français et étrangers semble être un peu plus forte aujourd'hui. Et c'est une question qu'il faut répondre parce que dans un monde où l'immigration fait partie de phénomènes qu'on ne peut pas nier ni bloquer, la communauté qui accueille doit savoir ce qu'elle exige de ceux qui viennent pour l'intégrer. D'accord. Il n'y a pas que l'immigration et la délinquance, nous y reviendrons également, mais pour la première fois en France, un rapport comptabilise la délinquance, les actes délictueux par nationalité. C'est le rapport mené par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Regardez. C'est la première fois que l'Observatoire national de la délinquance fait un classement par nationalité des crimes et délits. Une étude qui montre la part occupée par les étrangers dans la délinquance constatée aujourd'hui en France. Il en ressort qu'en 2011, 17,3% des mises en cause sont des étrangers. Un chiffre qui porte sur les vols ou les délits concernant des biens matériels. On a effectivement une délinquance, je dirais, de nationalité étrangère qui est plus liée à une délinquance de subsistance, qui est plus liée à une délinquance liée à la volonté de s'approprier un bien d'autrui et qui n'est pas liée à une délinquance liée à des violences volontaires.
Effectivement, ce rapport montre que la part des étrangers diminue dans les violences faites aux personnes. Entre 2006 et 2011, elle passe de 14,2% à 12,4%. En revanche, pour les mises en cause de nationalité française, les violences augmentent. Autre chiffre mis en avant dans le rapport, la part des personnes de nationalité roumaine soupçonnées d'être impliquées dans les vols. En 2 ans, le nombre de Roumains impliqués dans ce type de délit aurait augmenté de 95% pour les forces de l'ordre. Des données évidemment sensibles qui doivent être remises dans leur contexte, selon certains experts. Une partie de ces affaires sont découvertes à l'occasion de contrôles et que les étrangers sont particulièrement ciblés du fait des contrôles aux faciès. Donc c'est encore une raison pour laquelle ils sont surreprésentés de manière, on peut dire, en partie artificielle. La justice tient aussi des statistiques précises des personnes étrangères condamnées. Depuis 2006, ce chiffre est stable, environ 13% des personnes jugées coupables. En France, les étrangers représentent près de 6% de la population. Xavier Hofer, il était pertinent à 3 mois d'une élection présidentielle de, pour la première fois, publier un rapport par nationalité sur les questions de délinquance? Alors, 2 réponses. Premièrement, pour la première fois, mais c'est absurde, il y a depuis 1828 ou 1830 3 façons de comptabiliser les crimes et délits, toujours les mêmes, sous tous les régimes, sous toutes les républiques. C'est par âge, par sexe, par origine nationale. Hein. Donc, c'est un rapport en fait, de vous plus. êtes en train de me dire que les études étaient toujours fondées sur ces critères. Non, mais il la y a question constamment... est celle de la communication sur ces Attendez une études, seconde. visiblement. Premier élément, toujours depuis presque 180 ans maintenant, on calcule les affaires criminelles, on essaye de trouver un sens à des chiffres en fonction des 3 mêmes critères. L'âge, le sexe, y a-t-il plus de criminels de sexe masculin ou féminin, y a-t-il plus de jeunes que de vieux, et y a-t-il plus de Français que d'étrangers? Ça fait 180 ans que ça Quand dure. vous dites par origine, c'est uniquement la nationalité ou Origine également les nationale. origines? Oui. Origine nationale, Oui. c'est-à-dire français, étranger. Et comment masculin, expliquez-vous que la communication sur ce point se fasse de manière Alors, plus claire deuxième maintenant? sujet d'étonnement Ouais. de l'espèce de ignorance, il faut appeler les choses par leur nom médiatique, Oui. le temps de la recherche et le temps des élections ne sont absolument pas les mêmes. Le temps de la Nous- recherche, mais il y a le temps de la publication. Nous, non. Quand une étude est terminée, on la publie. Oui. Et donc, nous On peut n'arrêtons choisir pas... le moment de la publier entre sa fin. C'est y a pas plus l'institut de raison. ou le centre de recherche qui décide de la fin de la recherche. Il n'y a pas plus de raison de censurer les choses que de les mettre en avant artificiellement. À savoir que si vous hâtez une étude, si vous la faites plus vite pour que ça corresponde à une échéance électorale, à ce moment-là, vous poussez un peu loin le bouchon, mais d'un autre côté, il n'y a pas besoin de la censurer. Nous n'arrêtons pas de publier des choses, nous les criminologues, nous n'arrêtons pas de publier des choses qui fâchent tout le monde. Par exemple, ça fait à peu près 2 ans avec, je peux vous dire, une espèce de grave difficulté à nous suivre de la part des instances policières concernées, qu'on n'arrête pas à dire qu'en Europe, en tout cas, le terrorisme s'effondre, que c'est une menace d'hier, que ce n'est pas une menace de demain. Ça ne fait pas plaisir à grand monde parce que les policiers doivent demander des crédits nouveaux, etc. Et donc on le dit. On le dit pourquoi ? Non pas en vertu d'une immense conspiration qui viderait à rendre service à un tel ou à défavoriser machin. On le dit pour 2 raisons. Parce que d'abord, en notre âme et conscience, c'est vrai. Et on le dit au moment où on estime normal de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de volonté de publier telle chose à tel moment ou à un autre. On fait une étude, elle prend le temps qu'elle prend. Et quand elle est terminée, on la publie. D'accord. Il y a 50 études qui sont publiées aussi bien par l'OND que par tous les services de recherche ou par centre de recherche en France. Les études sont juste publiées quand elles sont mûres. C'est comme les fruits. Quand les fruits sont mûrs, eh bien, ils tombent de l'arbre. Voilà. Philippe Faucon, qu'est-ce que vous pensez de cette étude mûre et publiée à point? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je suis un peu étonné. Que la délinquance soit quelque chose que l'on retrouve davantage dans les catégories de population les plus marginalisées, les plus fragilisées, c'est pas quelque chose de surprenant, Ouais. c'est pas une surprise. Si on faisait une étude suivant le même principe ethnique, si on faisait une étude sur la délinquance financière, peut-être qu'on s'apercevrait qu'effectivement ratio, ouais. les Français de souche sont surreprésentés à ce niveau-là.
Pardonnez-moi, il y a la des études délinquance sont financière. faites régulièrement. Oui. Aussi. Il y a aussi des études Donc sur vous, la délinquance financière. vous êtes bien d'accord, Xavier Offer, qu'on n'a pas connaissance, en tout cas le grand public, de ces études de la même manière dont on a eu connaissance de ce rapport qui est quand même, dans une large mesure, diffusé dans les médias. Non, c'est parce qu'il y a une espèce de... qui est l'objet d'articles et de reportages. D'hypertrophie médiatique, d'hypersensibilité médiatique à tout ce qui touche au mondialisme, à la diversité, et qui tient au fait que c'est peut-être ça qui les intéresse le plus. Je vous signale qu'on a publié un livre il y a 6 mois de ça, qui s'appelle sur la criminalité financière, parce que ce sont des crimes, hein, Oui, les délits, s'ils s'échappaient des carambars aux prises uniques, c'est pas très intéressant, mais sur la criminalité, qui s'appelle La finance pousse au crime, dans lequel on s'en est pris extrêmement durement, et preuve à l'appui par un certain nombre de grandes activités criminelles financières. Les journalistes ne sont pas précipités, quoi. Avec un classement Comment aussi par nationalité? Dans des classements par nationalité, quand les gens ont une nationalité, on l'a dit. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si c'est en majorité d'Américains, on l'a dit aussi bien. Quand c'est des Suédois, on le dit. Quand c'est des gens qui viennent d'un autre continent que l'Europe, on le dit aussi. C'est tout bête. François Durper. Alors, il ne faudrait pas penser que le chercheur, enfin en tout cas au XXIe siècle, se désintéresse de ce qui se passe une fois qu'il a fini sa recherche. C'est-à-dire que le chercheur, et c'est comme ça, il n'y en est plus au XXe ou au XIXe siècle, quand il a fini sa recherche, il se dit effectivement, il y a le temps de la publication et il y a le temps du contact et du rapport avec les médias et avec l'opinion publique. Ouais. Il y a une manière, quand on fait un rapport, de stabiloter une partie du rapport, de montrer que ce rapport, voilà, il y a ça d'intéressant, on a fait ça d'original par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça, on y pense tout le temps comme chercheur. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans une tour d'ivoire en se disant, voilà, on fait la recherche, et puis après, qui se débrouille, les médias, avec le résultat de nos recherches. Alors là, de mon point de vue, Donc il y a d'abord un plan de communication pour privilégier les moments clés. On est partie de ce prenante rapport. aussi du moment de la communication. Vous voyez d'ailleurs sur les plateaux télé, vous voyez des chercheurs, vous voyez des gens qui font de la recherche, mais qui aujourd'hui se disent, on ne se désintéresse pas de la manière dont les gens perçoivent les résultats de notre recherche. Alors, il y a 3 choses qui me paraissent intéressantes. La première, c'est de dire qu'il y a des faits incontestables. L'Observatoire national de la délinquance, il n'invente pas qu'il y a 6% d'étrangers dans la population française et que les étrangers aujourd'hui sont partie prenante pour 17% des actes de délinquance. Ça, c'est un fait incontestable. Maintenant, il y a, on l'a vu dans votre reportage, la première chose, c'est quel type de délinquance. Il y aurait une manière de dire, ça a été souligné, que ce n'est pas toute forme de délinquance. On l'a vu, notamment le grand banditisme. Si vous prenez les actes délictueux dans le grand banditisme, vous avez moins d'étrangers. Les étrangers, c'est surtout des actes de délinquance petite et moyenne. Oui. Ça a été dit dans le reportage. Oui, on parlait Il y a de quelque délinquance chose- de subsistance. Alors, il y a une deuxième chose, c'est la question de la globalité de ce registre national. C'est-à-dire que, alors c'est effectivement origine nationale. Il faut bien dire aux gens qu'il ne s'agit pas de l'origine des gens. C'est interdit par la Constitution française. C'est la nationalité, l'origine nationale. Je préfère dire nationalité, c'est beaucoup plus clair. Les gens qui sont de nationalité étrangère. Bon, si vous mettez une catégorie nationale et que vous dites il y a tant d'étrangers, vous globalisez les étrangers. Ça veut dire que l'opinion publique derrière un taux, par exemple, très important de Roumains, notamment impliqués dans les vols, eh bien, vous dites, oui, il y a des gens qui vont se dire étrangers. Dans la catégorie d'étrangers, vous ne maîtrisez pas ce que la personne pense de l'étranger. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent de manière très, très précise sur les types de nationalités. Est-ce qu'il y a plus de Sénégalais, par exemple, délinquants, que de Français en France? Est-ce qu'il y a plus de Roumains? Ça existe dans l'étude, mais il y a une manière de pointer qui est plus importante. Et puis finalement, le gros problème, et ça, c'est pas du tout de la responsabilité de l'Observatoire national de la délinquance, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une sorte de flou sur ce qu'est l'étranger. Qui est l'étranger dans notre pays? L'étranger, ça a une définition, et là-dessus, il faut être très précis, juridique. Être étranger, c'est celui qui n'est pas français, celui qui a une carte Qui n'a pas la nationalité française. Être français, c'est une carte d'identité. D'où la possibilité de l'instrumentalisation. Parce que lorsque vous faites sortir des chiffres sur la question de l'étranger, mais que vous avez une opinion publique qui a été travaillée depuis des années à penser que celui qui est d'une couleur différente que la mienne, ou celui qui est d'une religion différente de la mienne, n'est pas français, eh bien c'est là que le problème surgit. Gil Mikhaëli. Eh bien, je trouve d'abord, comme c'était déjà dit, que des gens qui arrivent de dates récentes sur un territoire, forcément, pour survivre,
j'imagine que voler ou ces genres de criminalité est plus fréquent, plus répandu chez eux que chez des gens qui sont, Mais ça sont contribue installés. à installer une image de l'étranger délinquant Oui, en France ou... il y a des stéréotypes, il y en a partout, mais les problèmes, là, je signalais un problème majeur avec, j'imagine que ça va nous suivre pendant toute cette émission, c'est que les débats publics se déroulent avec chacun dans sa tête une autre définition. Pour les chercheurs, étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. C'est une question technique, juridique. Dans la tête des gens qui participent dans les débats, un étranger, c'est aussi un Français de 12e, 3e génération, d'origine maghrébine ou Afrique noire, pour dire les choses cruellement, et que 50 ans après l'immigration, il est dans une sous-culture des criminalités. Donc il y a un problème d'intégration. Normalement, si on prend les exemples aux États-Unis, dans la première génération, on trouve des prostituées et des dealers. Dans la deuxième génération, leurs enfants sont avocats et comptables. De la troisième génération... Il ne faut pas généraliser non plus. Non, mais je fais une caricature d'un processus de... Bon, si on parle, par exemple, des États-Unis, il y avait, à un moment donné, il y avait beaucoup de mafieux juifs, Bugsy Siegel, Lansky, etc., Meyer Lansky, etc. Mais on peut se poser une question sur le rôle des Américains d'origine italienne. C'est très intéressant. Ils ne sont pas très nombreux. Et dans la culture mafieuse, ils jouent un rôle très très longtemps après l'immigration. Donc on voit, mais si on était en France... La culture cinématographique aussi. Vous avez une surreprésentation des Italiens, évidemment, Robert De Niro, Al Pacino... Oui, mais aussi avec les Irlandais, etc. Mais il y a des différences. Il y a l'histoire de la Sicile, l'histoire de l'immigration, etc., etc. En France, c'est impossible, parce que ces gens-là sont tous américains. Xavier Hofer, sur cette perception qui semble faussée à cause justement de ce type de rapport, pour répondre à François Durper, qui dit que finalement dans l'inconscient est vu le discours médiatique, le discours politique, il y a forcément des confusions et des amalgames qui sont faits. Que voulez-vous que je vous dise? En tant que criminologue, simplement une chose. Tous les discours comme ceux de M. Durper sont des discours vantant la diversité. La diversité, pour nous autres criminologues, c'est quelque chose de beaucoup moins séduisant et beaucoup moins chatoyant que pour ces turiféraires, car l'hétérogénéité sociale n'a pas que des bienfaits. Si vous prenez un sondage... C'est quoi l'hétérogénéité sociale, pardon ? Ça veut dire que sur un territoire donné, cohabitent des gens qui ont plein d'origines différentes, et l'homogénéité sociale signifie que sur un territoire donné, cohabitent des gens qui ont une origine sociale analogue. Exemple de pays hétérogènes, le Brésil. Exemple de pays homogènes, le Japon. Les deux sortes de pays ont tous les deux naturellement une criminalité, mais elles sont très différentes. La Sicile est un pays homogène, le Japon est un pays homogène, l'Albanie est un pays homogène. Vous avez dans ces pays-là des mafias, des sociétés criminelles, parfois séculaires, très enracinées avec des codes, etc. Et dans les pays hétérogènes, vous avez une criminalité des rues, une criminalité d'agression, une criminalité de voitures brûlées, une criminalité de hold-up, une criminalité des rues. Je ne parle pas là de la criminalité financière, qui est un phénomène tout différent, qui est étudié aussi, mais par ailleurs. Et cette criminalité-là, elle est extrêmement dérangeante et délabrante pour la population. Quand vous prenez un pays comme la Suède ou la Norvège, que vous posez dans ce pays-là la question « Avez-vous confiance dans vos voisins ?», c'est une enquête que mène l'ONU tous les ans depuis des décennies. Le taux de réponse « oui » est de 70%. C'est un pays où il y a peu de criminalité. Quand vous posez la même question au Brésil, faites-vous confiance à vos voisins, le taux de réponse est de 3%. C'est un pays qui est ravagé par une criminalité. Et ça, c'est dû à l'aspect que vous appelez hétérogène, donc à la diversité de ce pays. Voilà. C'est ce que vous dites. Et de même, non, c'est pas ce que je dis, c'est ce que les enquêtes en question constatent. D'accord. Moi, je ne dis rien de spécifique, je constate un certain nombre de choses. Donc, dans un pays hétérogène et dans un pays homogène, vous avez des types de criminalité et des dégâts pour la population qui sont fort différents. Pour dire les choses clairement, une mafia, c'est pas très dérangeant pour la population. Comme l'avait dit un jour Bugsy Siegel, une fois où quelqu'un était effrayé de le voir dans un restaurant à New York,
il s'est penché vers son voisin et il lui dit « Calmez-vous, cher ami, nous nous tuons uniquement entre nous. We only kill each other. » Les mafieux se tuent entre eux. Ce n'est pas gênant pour la population. Par exemple, quand on prend des endroits où il y a une grande hétérogénéité dans la population souffre énormément de la criminalité. Voilà la différence. Guy Mirelli, vous avez parlé